en thérapie, c'est une des conditions qui va faire qu'on ne va pas entrer en thérapie de couple s'il y a de la violence encore en cours. Parce que pourquoi j'enseignerais à des gens ou j'accompagnerais des gens à s'ouvrir et à bien communiquer ensemble s'il y a un risque d'une attaque alors que l'autre est ouvert. Donc, c'est une des conditions essentielles qu'il faut vérifier pour décider si on va faire la thérapie de couple ou pas. Mais là, on a peut-être une petite fenêtre d'opportunité là, au début où on va réfléchir à ça ensemble. Là. On va évaluer. Mais comment tu peux savoir que ça ne se reproduira pas? C'est que tu te dis, bon, depuis au moins 2-3 mois, il n'y en a plus ou quoi? Il faut évaluer comment le couple maintient son équilibre. Comme par exemple, est-ce que les coups, on pourrait dire, vont dans les deux directions? Est-ce qu'il y a une asymétrie du pouvoir décisionnel dans le couple? Ça, c'est une des choses que beaucoup de gens ont de la misère à comprendre, que c'est pas tant la présence de coups qui va déterminer si c'est destructeur que l'asymétrie du pouvoir. J'ai vu la violence circuler dans les deux directions. Hein. Autant des hommes qui vont faire de la violence envers leur conjointe que des femmes qui ont violenté leur conjoint. Oui. Il est faux de croire que ça circule seulement dans une direction. Exactement. C'est que la violence des hommes est beaucoup plus destructrice que la violence des femmes. Tu sais, un coup de poing, ça peut assommer, ça peut créer une commotion. Alors que la médisance ou saper la réputation d'une personne, ça peut faire crasher un individu. Mais c'est comme si c'est pas visible comme impact de la violence. Mais c'est de la violence psychologique quand même. Fait qu'on ne veut pas en neutraliser aucune forme, mais il faut le savoir déjà d'avance que la violence prend diverses formes. C'est pas seulement physique. Il y a la violence psychologique, la violence sexuelle, la violence financière. Puis garder à l'esprit le côté asymétrie du pouvoir. C'est qu'il y a quelqu'un qui ramasse tout le pouvoir décisionnel, puis l'autre n'a pas le choix que de se résigner là, en s'effondrant. Comment on traite ça, un charognard qui va frapper une femme, qui va battre une femme? Ben, ici à Québec, on a un excellent centre là, qui s'appelle GAPI, exprès pour ça, qui est une ressource d'aide pour les hommes impulsifs et agressifs. Parce que le traitement de l'impulsivité, ça demande toute qu'une pogne. Rééduquer une personne à avoir de l'empathie envers l'autre genre humain, ça demande pas seulement une intervention individuelle, mais un effet de groupe. C'est comme si une blessure relationnelle, ça doit se réparer dans une immersion d'une relation saine. Mais même si moi, en thérapie, je veux être une relation saine pour la personne, parfois, c'est pas suffisant. Il va falloir passer par la thérapie de groupe où pas seulement les intervenants vont squeezer la personne lorsqu'elle va avoir des propos de dérapage, là, mais tout le groupe en entier va mettre de la pression sur la personne pour qu'elle se comporte mieux. Là. OK. Et pourquoi le groupe va être plus efficace qu'une thérapie individuelle? L'hypothèse, ça serait relié avec ce qu'on appelle la fonction d'imitation. C'est que l'être humain se construit en relation avec les autres. Fait qu'on bâtit notre identité puis notre feeling émotionnel dans les relations qu'on entretient. Fait que le fait de se baigner dans une relation avec des gens qui font un travail d'amélioration, de prise en main, de reconnaissance de leurs fautes peut-être, ça aussi c'est contagieux. Ça permet d'améliorer les repères intérieurs avec quelque chose qui n'est pas trop loin de où on est rendu. Parce que si j'explique des concepts avancés de psychologie à des gens qui sont pris dans une tempête de violence, ça ne sert à rien. C'est ça. C'est pas parce qu'on explique les mécanismes d'une blessure qu'on est en train de légitimer le passage à l'action de cette blessure-là. C'est ça. C'est complètement inadéquat, même si on a des théories pour l'expliquer, ce qui se passe. Mais à sa plus simple expression, moi, je vous dirais que c'est une forme de régression. C'est comme si quand une personne est stressée, malade, fatiguée, qu'elle se fait contester ou critiquer ou qu'elle perd des ressources, elle va tomber en mode crise. Et quand on est en crise, on ne réfléchit plus, on fait juste réagir. Si tu es assis en face de toi et dis, regarde, moi, là, justement, là, je ne réfléchis plus, je vois que du noir. Oui. Tu y réponds quoi à ce type-là? Parce que là, à un moment donné, je vais dire, un humain en face de toi. Là. Ouais, je vais dire, c'est déjà bon que tu m'en parles. À cette heure, jusqu'où ça dérape. Donc là, moi, je vais faire une évaluation rigoureuse là, de la dangerosité. Je ne vais pas arrêter à juste de l'écoute. Je ne vais pas non plus faire des à ce moment-là. Moi, je ne vois pas toujours la réparation comme psychologue, mais ce que je sais, c'est qu'il faut que je reste très ferme dans mon cadre. Donc, on aide en psychologie, oui, avec du savoir généralement reconnu, mais et des données scientifiques, mais également avec un cadre. Et où la limite? Pour moi, c'est clair que c'est inacceptable, une claque à la gueule en thérapie. Donc ça, c'est facile à mettre comme limite. Mais quand c'est plus insidieux, sournois, il peut arriver que les gens ne le mentionnent pas en thérapie.
J'ai entendu des gens sur le bord de la porte avant de rentrer dans mon bureau. Je l'entendais à travers la fenêtre, là, parce que c'est juste à côté de l'escalier pour descendre. Une personne de dire à l'autre, là, dis surtout pas au thérapeute, telle affaire, telle affaire, telle affaire. OK, là? Puis l'autre de dire, oui, oui, OK. Fait que là, moi, je les accueille. Ils rentrent dans la salle de thérapie. C'est de la manipulation. Exact. Puis là, je les accueille. Je dis, je dois vous dire que j'ai entendu sur le bord de la fenêtre ce qui s'est dit tout à l'heure. Puis je dois m'assurer si vous êtes en sécurité, tout le monde. Sinon, on ne fera pas de thérapie de couple. Fait que de manière générale, toutes ces histoires-là, on voit, c'est comme si c'est invisible à la majorité de la population. C'est étouffé. Puis qu'est-ce qu'on voit, malheureusement, dans les médias? Ce sont les tragédies, les histoires d'horreur qui explosent des vies. C'est tragique, là. C'est épouvantable. Mais en dessous de ces tragédies visibles-là, il y a un océan de souffrance, là. Puis ça va dans les deux directions, là. Il n'y a pas vraiment un sexe dominant. Et moi, je trouve ça terrible. Puis si vous avez besoin de balises là-dessus, il y en a, hein, des manières de s'en sortir. Ce que j'ai observé sur le plan clinique, c'est qu'il va y avoir un épuisement du réseau social d'abord. C'est-à-dire qu'elle va aller chercher du soutien auprès de la meilleure amie. Ensuite, quand la meilleure amie n'est plus capable, elle va voir vers sa famille peut-être. Puis quand sa famille n'est plus capable, ben là, elle finit par s'isoler. Mais une personne isolée, dans l'appauvrissement du lien, ben, elle va s'effondrer d'autant plus vite, là. Fait que c'est un des signes au début, c'est quand vous entendez parler qu'il y a des indices qui ressemblent à de la violence, à des jeux de pouvoir terribles, à du contrôle sur l'autre individu. Pas de la protection, là, du contrôle. On veut priver, appauvrir l'expérience de l'autre personne pour l'avantage d'un. Bon, ben ça, c'est des signes de violence avant-coureur. Puis vous ne pourrez pas convaincre la personne de partir de manière rationnelle. Parce que l'équilibre de couple, c'est basé sur plein d'éléments affectifs, là. Pourquoi ces gens-là qui, parfois, ont subi de la grosse violence, reviennent? Ça fait 2 puis 3 fois, puis ils reviennent. Ah ben ça serait peut-être... C'est un cycle, comment tu appelles ça? Ben, il y a le cycle de la violence, c'est une théorie qui est quand même assez connue, là. Il y en a différents modèles, mais à sa plus simple expression, il y a 3 étapes dans le cycle de la violence. Puis c'est comme une prison de jeu de pouvoir. Fait qu'au début, il y a un conflit ou une tension. Donc ça, c'est normal dans la vie de couple, là, l'apparition d'une tension. Puis là, plutôt que de le résoudre, il y a des gens qui vont l'escalader tellement haut que va commencer à apparaître de la violence ou de la vengeance. Mais là, c'est destructeur, ça, là. Puis après, la vengeance ou la violence qui a pu se construire tranquillement, va apparaître une phase 3 qu'on va appeler la lune de miel. Ça, c'est des grosses réparations, là, avec les gros bouquets de fleurs, les gros remords, un poème avec de la guitare, là, pour dire « Ah, j'ai tellement regretté mon amour de ma vie, plus jamais je vais faire ça. » Donc, une réparation flamboyante, mais souvent de court terme. Moi, un des indicateurs que je dis aux gens en thérapie qui veulent savoir « Ouais, mais c'est-tu vrai qu'il a changé mon partenaire quand il s'excuse? » Je dis « Essayez d'observer si ça dure plus que 3 semaines. » Parce que les changements externes qui ne sont pas intégrés à l'intérieur de soi, c'est comme si ça va fatiguer la personne. Puis elle va éteindre sa capacité de réparation là, dans à peu près 2-3 semaines. Docteur Paul Simard, psychologue, si on veut prendre contact avec toi, ça se passe de quelle façon? Ben, si ça a inspiré des gens, ils peuvent regarder sur Internet puis fouiller sur Dr Paul Simard, psychologue. Je vais envoyer toutes les informations reliées à la prise de rendez-vous. Moi, je suis contre les listes d'attente. Donc, j'ai plein d'offres de services différents. Ça me fera plaisir de vous recevoir rapidement. Merci d'être avec nous, la gang du retour également. Très apprécié.